3 gardes forestiers ont disparu dans les forêts impénétrables et les pentes escarpées des montagnes Cascades et Adirondacks, et leurs histoires ressemblent à des pages tirées d'un thriller qui vous donneront des frissons dans le dos. L'un d'eux a laissé son sac à dos, sec comme s'il n'avait pas vu la pluie, au milieu de la forêt humide. Un autre a laissé un t-shirt taché de sang, coincé sous les racines d'un arbre tombé, sans aucun signe de son corps. Le troisième, le plus expérimenté des 3, a été retrouvé coincé dans une crevasse étroite, ses bottes soigneusement retirées et une chaussette serrée dans son poing, comme s'il savait qu'il laissait son dernier indice. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à ces personnes? Le hasard, la nature ou quelque chose de sinistre qui se cache dans l'ombre des montagnes? Le 9 mai 1984, dans un parc national situé dans la partie nord des montagnes Cascades, dans l'État de Washington. C'était une journée humide. Une pluie fine et agaçante tombait depuis le matin, se transformant par endroits en une averse soutenue. Robert Somers, garde forestier de 33 ans et employé depuis près de 10 ans, effectuait sa patrouille habituelle le long de la frontière sud-est du parc. Son itinéraire le conduisait le long d'anciennes routes forestières, de sentiers rocailleux et de zones marécageuses. C'était un itinéraire facile, qui consistait davantage à vérifier les parkings touristiques isolés qu'à effectuer une véritable inspection. Vers 14h40, il a établi son dernier contact, signalant qu'il vérifiait le camping isolé d'Old Creekside, l'une des zones les moins fréquentées, généralement visitée uniquement par des randonneurs expérimentés, voyageant seuls. La connexion était stable, sa voix calme. Après cela, plus aucun signal, plus aucun message, rien. Comme il ne se présentait pas au poste de commandement dans la soirée, les agents de service ont conclu que son retard était dû au mauvais temps ou à une panne de radio. Ce n'est que le lendemain matin que la situation est devenue claire. Somers avait disparu. À partir de ce moment, l'une des opérations de recherche les plus troublantes de l'histoire du parc a commencé, dont les détails restent inexpliqués à ce jour. Le matin du 10 mai, la première équipe de recherche est arrivée dans le parc. Elle comprenait des collègues de Robert, des agents de sécurité et des sauveteurs bénévoles. Le temps était épouvantable. La forêt était saturée d'humidité, les sentiers boueux et la visibilité réduite. Néanmoins, à la fin de la première journée, ils ont réussi à trouver quelques indices. Sur le sentier où Somers était censé avoir marché, ils ont découvert des empreintes fraîches de ses bottes, caractéristiques d'un modèle militaire. Les traces menaient à une zone basse le long d'un ruisseau, puis disparaissaient sur un sol sec, sous des pins. Il n'y avait aucun signe de lutte ni d'empreinte d'autres personnes, seulement ses pas, qui s'arrêtaient brusquement au pied d'un arbre. 6 jours plus tard, le 15 mai, un volontaire a trouvé le sac à dos de Somers. C'est alors que les choses ont commencé à devenir étranges. Le sac à dos était debout, appuyé contre un arbre mince et moussu, à quelques kilomètres de l'endroit où ses traces avaient été vues pour la dernière fois. Le sol autour était humide et boueux, mais le sac à dos lui-même était sec. Même la poussière sur les fermetures n'avait pas été emportée par la pluie. C'était déroutant. Il avait plu pendant 6 jours. La seule explication était qu'il avait été mis à l'abri, mais il n'y avait ni rocher, ni grotte, ni abri à proximité. De plus, le sac à dos contenait une ration complète de nourriture, une trousse de premiers secours soigneusement pliée, une lampe de poche, un imperméable et même un sac de chaussettes sèches. Tout était en parfait état, comme si quelqu'un venait de le déposer là, et non 6 jours auparavant. Et autre chose, il n'y avait pas la moindre trace de saleté sur le sac à dos, aucun signe qu'il avait été traîné, aucune empreinte d'animal, rien. Il était simplement posé là,
parfaitement droit, comme si quelqu'un l'avait déposé et était parti. Les recherches se sont poursuivies pendant plusieurs jours. Des maîtres chiens ont été appelés et la zone de recherche a été étendue à plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Sans résultat. Pas de vêtements, pas de traces, pas de corps. Le 24 mai, 2 semaines après la disparition, un autre événement s'est produit dont les sauveteurs se souviennent encore, avec effroi. L'un des bénévoles, un forestier local nommé Jack Macaulay, explorait le versant nord à 1,5 km de l'endroit où le sac à dos avait été trouvé. Des vents violents avaient soufflé dans la région et plusieurs grands sapins avaient été renversés par la tempête. Parmi les racines déterrées, il remarqua un morceau de tissu coincé entre les racines. C'était un t-shirt, typique des gardes forestiers. Le t-shirt était sale et taché de sang, mais il n'était pas déchiré. Le tissu semblait avoir été utilisé pour essuyer des mains. Le sang était étalé comme s'il provenait des paumes et non d'éclaboussures ou de coupures. Il n'y avait aucun autre objet, aucun signe d'un corps, aucun animal. Juste un arbre déraciné et, sous les racines, son t-shirt, comme si quelqu'un l'avait caché là. Ou comme s'il était tombé de là-haut, ce qui était tout aussi étrange, car l'arbre avait été abattu récemment. Le chien qui participait aux recherches refusa soudainement d'aller plus loin. Il grogna, se plaqua au sol et fit demi-tour en poussant un jappement. Ce fut la seule fois pendant toute la recherche qu'un animal de service eut une réaction de panique. Après avoir trouvé le t-shirt taché de sang sous les racines de l'arbre déraciné, les recherches s'intensifièrent. La zone fut passée au peigne fin, dans l'espoir que le corps se trouve à proximité. Mais ni les chiens, ni les drones, ni les hommes ne trouvèrent quoi que ce soit. Pas de vêtements, pas de restes, pas de traces de lutte, pas d'odeur humaine. L'incident avec le chien n'a pas été consigné dans les rapports officiels. Il n'était mentionné que dans les notes privées d'un des gardes forestiers, Ben Thaler. Après avoir trouvé le t-shirt, le comportement du chien a radicalement changé. Avant cela, il suivait la piste avec assurance, mais à l'endroit où le tissu a été trouvé, il a grogné, puis s'est couché et a refusé de bouger. Nous avons dû le traîner pour l'éloigner. Le lendemain, l'animal a refusé de sortir de la voiture. Ce n'était pas un incident isolé. Tout au long des recherches, plusieurs chiens se sont comportés de manière étrange. Ils s'égaraient, se figeaient et hurlaient. Officiellement, ces réactions ont été expliquées par la fatigue, mais les membres du groupe ont dit autre chose. Il y avait quelque chose qui clochait dans cette forêt. Le t-shirt a été envoyé au laboratoire du département de police du comté de Franklin. Les analyses de sanguine ont confirmé qu'il s'agissait du groupe A+, correspondant à celui de Robert. Le tissu présentait également des traces de saleté, de pollen de pin et de petites fibres de bois, indiquant que le t-shirt avait été placé là après la chute de l'arbre, et non avant. Cela a écarté la théorie selon laquelle Somers était mort sous l'arbre, qui était tombé plus tard. Les experts ont également noté la nature des taches. Le sang était étalé, comme s'il avait été essuyé. Il y avait des traces de frottement importantes au niveau des aisselles et du col, comme si le t-shirt avait été porté et usé. Mais il n'y avait aucune déchirure, aucun signe direct de blessure, aucune blessure par arme blanche, aucune blessure par balle, aucun signe de traînée. C'était déroutant. Le t-shirt était taché de sang, mais il n'était pas endommagé. Il semblait que ce n'était pas son sang, ou qu'il ne le portait pas lorsqu'il a été blessé. Lors d'une réunion d'urgence entre les services du parc et la police, les principales hypothèses concernant la disparition de Robert Somers ont été examinées. La mort par hypothermie et désorientation a été écartée. Son sac à dos, contenant une ration complète, a été retrouvé dans un endroit accessible, sec et en ordre, et on ne comprenait pas pourquoi il l'aurait abandonné. Une attaque par un animal n'a pas été confirmée. Il n'y avait pas de vêtements, de traces de lutte
ou de restes. Le meurtre a été envisagé, mais il n'y avait aucune piste, aucun suspect, aucun corps, aucune arme et aucun signe de lutte ou de traînée. L'hypothèse d'un suicide caché semblait peu convaincante. Somers était en bonne santé, aimait son travail, ne souffrait d'aucun trouble mental, et pourquoi aurait-il laissé son sac à dos contenant de la nourriture et une trousse de premiers secours s'il avait l'intention de mourir? Finalement, le rapport a été enregistré comme « disparu dans des circonstances inconnues », sans conclusion ni explication. Des entretiens avec des employés du parc ont révélé que le matin du 9 mai 1984, Somers était parti pour une patrouille de routine sur le versant nord, qui n'était pas considéré comme dangereux. Il était parti seul, comme d'habitude, et était resté en contact jusqu'à l'heure du déjeuner. Le dernier message radio, à 13h46, disait « Je vérifie le pont de Rocher. Tout est calme. » Après cela, la communication a été coupée et il n'est pas revenu au camp de base. Le matin du 10 mai, son absence a été remarquée et les recherches ont commencé. Mais en raison d'une négligence, personne n'avait noté son itinéraire sur la carte. Somers se fiait souvent à son intuition, connaissant la forêt comme sa poche, ce qui posait problème. Personne ne savait où il était allé après-midi. Les recherches ont été abandonnées début juin 1984, sans que son corps ni aucune nouvelle trace ne soit retrouvée. Les restes de Somers n'ont jamais été retrouvés. La famille a organisé une cérémonie commémorative sans cercueil et il a été officiellement déclaré mort à la suite d'un accident. Le frère de Robert, Greg Somers, a rejeté cette formulation, déclarant « Ce n'était pas un accident, c'était autre chose. Mon frère connaissait cette forêt. Il n'aurait pas pu mourir de froid ou de pluie. Il n'aurait pas laissé son sac à dos derrière lui. Et bon sang, qui essuie du sang sur un t-shirt et le cache sous un arbre? » Le matin du 15 juin était calme au cœur des montagnes Adirondack, dans la région des High Peaks. Pour l'équipe de recherche composée de gardes forestiers, ce silence était inquiétant. Leur chemin les menait à Duck Hole, un endroit isolé et sauvage situé à plus de 11 km de la route la plus proche, à Upper Works. Ce n'était pas seulement un point sur une carte, mais un symbole de la nature changeante des Adirondacks. Il était une fois un magnifique lac créé par un barrage. Mais en 2011, l'ouragan Irene l'a détruit, provoquant le retrait des eaux et ne laissant derrière lui qu'une vaste prairie traversée par un ruisseau. C'est dans cet endroit prud'honicine, isolé, sur un terrain de camping, qu'une tente solitaire était dressée. En s'approchant, les gardes forestiers ont fait une découverte macabre. À l'intérieur se trouvait le corps de leur collègue, Martin Benjamin Lewis, un assistant garde forestier de 42 ans. Il était mort depuis 8 jours et son corps était en état de décomposition avancée. Un premier examen n'a révélé aucun signe de violence, de lutte ou d'attaque animale. Les conditions météorologiques les jours de sa disparition n'étaient pas extrêmes. Le mystère de sa mort était aggravé par un détail étrange. La tente était partiellement recouverte de branches et de feuilles. S'agissait-il de son dernier geste frénétique pour se réchauffer ou se cacher? Ou était-ce simplement le résultat de 8 jours passés sous la canopée de la forêt? La réponse à cette question, comme à beaucoup d'autres, reste un mystère à Duck Hole. L'endroit où Martin a été retrouvé est en soi un symbole puissant et tragique. Autrefois, il abritait un poste de garde forestier du département de la protection de l'environnement, un avant-poste de la loi et de l'ordre dans cette région sauvage. Au moment de la tragédie, le poste était abandonné depuis longtemps et la région avait retrouvé son état sauvage et vierge. L'absence physique d'un poste de garde forestier, à l'endroit même où l'un des siens était mort,
en raison d'une défaillance apparente du système de surveillance, est devenu une métaphore amère. Le système qui était censé le protéger avait échoué, le laissant seul dans la nature sauvage qu'il aimait et servait. Pour comprendre toute la profondeur de cette tragédie, il faut savoir qui était Martin Benjamin Lewis. Il n'était pas seulement un employé du DEC, il incarnait l'esprit des Adirondacks. Né le dimanche de Pâques 1983, Brendan était fasciné par la nature dès son plus jeune âge et dessinait des cartes des bois derrière sa maison. Sa passion l'a conduit au Paul Smith's College, puis au College of Environmental Science and Forestry, où il a obtenu son master. Depuis 2008, il revenait chaque année pour travailler comme assistant garde forestier dans les coins les plus visités et les plus reculés du parc. Ses amis et collègues le décrivaient comme quelqu'un de calme, un leader naturel et peut-être la personne la plus cultivée de la pièce. Sa préparation était légendaire. Même pour une courte promenade, il emportait un sac à dos bien rempli, une trousse de premiers secours, 2 jeux de cartes, une boussole, des appareils de communication et des provisions. C'est cette minutie qui rend sa mort solitaire et inexplicable, encore plus paradoxale. Martin vivait à la croisée de 2 mondes. C'était un randonneur passionné qui s'était fixé pour objectif de passer la nuit dans chacun des 392 refuges officiels de l'État. Au moment de sa mort, il avait accompli environ 75% de son périple, passant jusqu'à 100 nuits par an en randonnée. Parallèlement, c'était un geek passionné de jeux vidéo. Sa collection Steam comptait environ 2000 jeux, qui tenaient des tableaux Excel méticuleux pour suivre ses randonnées. Kilomètres parcourus, dénivelés, lieux visités. Cette dualité transparaissait également dans sa vie en ligne. Sous le pseudonyme D-Setar sur les forums consacrés aux Adirondacks, il était une voix respectée, partageant ses connaissances sur la sécurité et la conservation de la faune. Il était si connu que les randonneurs qui le rencontraient sur les sentiers le reconnaissaient et avaient eu l'impression d'avoir rencontré une célébrité. Et c'est là que réside un autre paradoxe tragique. Un homme si connu et si visible pour toute la communauté des randonneurs était complètement invisible pour son propre employeur. Sa popularité au sein du réseau informel des randonneurs qui l'admiraient contraste fortement avec l'échec du système officiel qui était censé le surveiller. Alors que des centaines de personnes lisaient ses messages sur les forums, le système responsable de sa vie n'a pas remarqué son silence assourdissant pendant 8 jours. Que s'est-il passé pour Martin en cette journée tragique? Le soir du 7 juin, Martin Benjamin Lewis effectuait une patrouille de plusieurs jours dans la partie ouest des High Peaks. À 19h22, il a communiqué pour la dernière fois avec le centre de dispatching central de Raybrook. Son message était court et standard. Il avait installé son campement à Duck Hole et terminé sa mission sur le terrain. Ces mots sont essentiels pour comprendre ce qui s'est passé ensuite. Cela ne signifiait pas la fin de son service, ni qu'il rentrait chez lui. Ce statut était un protocole officiel destiné à informer le centre de dispatching qu'un employé était toujours en service dans une zone isolée. Plus important encore, ce statut signifiait que le centre de dispatching devait s'attendre à ce qu'il se présente le lendemain matin pour reprendre sa patrouille. Il ne s'agissait pas d'un simple rapport, mais du début d'un protocole de sécurité qui a été complètement ignoré dans les jours qui ont suivi. Ce qui s'est passé ensuite a fait l'objet d'une enquête lancée non pas par l'agence, mais par les amis de Martin. Le dimanche 8 juin au matin, Martin n'a pas donné signe de vie. Le dimanche soir est passé, puis le lundi matin et le lundi soir, et ainsi de suite. Selon son horaire de travail et les procédures standards, Martin Benjamin Lewis a manqué 11 communications obligatoires avant que ses amis ne donnent de l'alerte. À 11 reprises,
Le système conçu pour assurer sa sécurité a failli. Aucun des appels manqués n'a déclenché d'alarme. L'alerte n'a pas été donnée dans la salle de contrôle, mais parmi ses amis proches. Le samedi 14 juin, une semaine après le dernier contact, sa petite amie Danielle Carr, inquiète de son long silence, a décidé d'agir. Vers 22 heures, elle a envoyé des messages privés à 3 rangers, des connaissances communes. À 22h23, elle a appelé directement le service de dispatching de Raybrook et a demandé si Martin avait été en contact. Après une pause et avoir été mise en attente, on lui a répondu qu'on ne savait pas et que ces informations seraient vendées transmises à son supérieur. Ce n'est qu'après cette intervention extérieure, initiée par une civile, qu'une opération de recherche officielle a été organisée. Cette défaillance n'était pas seulement due à une erreur humaine, elle a été aggravée par une régression systémique et technologique. Comme le révèle une pétition lancée par les amis de Martin, la direction des Rangers disposait auparavant d'un logiciel permettant de suivre ses employés. Cependant, celui-ci avait été abandonné il y a plusieurs années. Le plus choquant est que, selon ses amis, le nom de Martin Benjamin Lewis apparaissait souvent dans des emails internes, comme exemple illustrant pourquoi une telle technologie est essentielle pour les employés travaillant dans des zones reculées. L'agence était consciente de cette vulnérabilité et du risque associé, mais n'a pris aucune mesure. Sur cette base, personne n'a recherché le rangeur pendant 8 jours. Le silence de la nature sauvage peut être trompeur. Il cache non seulement la beauté, mais aussi la fragilité de la vie humaine, même si cette vie appartient à quelqu'un qui connaît la nature comme sa poche. La mort d'un ranger expérimenté, comme Martin Benjamin Lewis, dans sa propre tente, sans aucune trace de lutte, de coup de feu ou d'attaque animale, n'est pas une scène tirée d'un thriller policier. Il s'agit d'une tragédie silencieuse, dont la réponse ne réside pas dans une intention malveillante, mais dans la biologie humaine et, plus inquiétante encore, dans une négligence systémique. Cependant, les raisons de sa disparition et de sa découverte sans aucun signe de violence soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Les montagnes ne pardonnent pas la faiblesse, mais elles valorisent l'expérience. Elles peuvent être une source d'inspiration et un piège mortel, souvent les deux à la fois. Pour Douglas Vin, 44 ans, garde forestier senior dans un parc national, les montagnes n'étaient à Rome pas seulement un travail, elles étaient son essence même. 20 ans de service avaient fait de lui une légende vivante. Un homme qui connaissait chaque crête et chaque sentier, qui lisait les signes de la nature aussi facilement que nous lisons un livre. Ses collègues le surnommaient « le Roc », la personne la plus fiable pour emprunter les itinéraires les plus difficiles. C'est précisément pour cette raison que ce qui s'est passé le 13 juillet 1985 défie encore toute logique. Ce samedi matin était clair et calme, un temps idéal pour patrouiller. Douglas, ou Doug, comme l'appelait de ses amis, s'était levé avant l'aube. C'était sa routine habituelle. Un petit déjeuner rapide, une vérification minutieuse de son équipement, un baiser d'adieu à sa femme Sarah et la promesse d'être de retour pour le dîner. Sa mission du jour consistait à inspecter la route nord menant au col Sanderson. Après les récentes tempêtes, le sentier pouvait être dangereux, et qui mieux que Wayne pouvait évaluer son état. À 7h30, il enregistra son départ au poste central. Son sac à dos contenait le kit standard qui avait fait ses preuves. Une trousse de premiers secours, des provisions pour la journée, un imperméable, une carte, une boussole et une radio. Rien de superflu. Douglas était passé maître en matière d'efficacité. À 9h17, sa voix retentit dans la radio de la centrale. Le son était clair et calme,
avec seulement une légère interférence due au vent de montagne. Central, ici, Ranger 3. J'approche de Devil's Ledge. Le sentier est partiellement emporté ici. Il y a un glissement de terrain récent. Cela semble instable, mais praticable. Le répartiteur répondit « Bien reçu, Ranger 3. Recommandez-vous de fermer temporairement la route ?» La réponse de Douglas fut la dernière que l'on entendit jamais. « Pas encore. Je vais évaluer les dégâts et vous tiens au courant. Je vais contourner le bord. Il y a une corniche là-bas. Terminé. » La prochaine communication était prévue à midi. À midi, la radio restait silencieuse. Le répartiteur l'appelait toutes les 15 minutes. Au début, cela ne sema pas la panique. Les interférences étaient beaucoup courantes dans les montagnes. Mais lorsque Doug ne se manifesta pas à 13 heures, l'alarme se déclencha dans la station. Wayne était l'incarnation même de la ponctualité. Manquer une communication équivalait à une urgence pour lui. À 14 heures, les opérations de recherche ont été officiellement lancées. Au début, 2 gardes forestiers ont suivi son itinéraire. Le soir venu, lorsqu'il était devenu évident que la situation était grave, des dizaines de volontaires, de maîtres chiens et de sauveteurs des comtés voisins se sont joints aux recherches, mais la nature semblait s'acharner contre eux. Dans la nuit de samedi, un violent orage s'abattit sur le col et dura près de 5 heures. L'eau emporta toutes les traces possibles, transformant les recherches en un jeu de devinettes. L'espoir s'amenuisait d'heure en heure, de jour en jour. Le 5e jour, dans la matinée du 18 juillet, alors que beaucoup se préparaient déjà au pire, Bob Gallagher, pilote d'hélicoptère de recherche, remarqua quelque chose d'étrange. Sur une corniche rocheuse isolée, loin du sentier principal, il a aperçu une paire de chaussures de randonnée. Elles n'étaient pas éparpillées, mais posées côte à côte, comme si leur propriétaire s'était assis pour se reposer. En survolant l'endroit, le pilote et son observateur ont repéré une étroite fissure verticale dans la roche à côté des chaussures, presque invisible depuis le sol. En scrutant l'obscurité, ils ont aperçu un corps immobile. C'était Douglas Wine. L'équipe de secours qui descendit sur la corniche fut confrontée à une scène qui défiait toutes les notions d'accident de montagne. Imaginez la sous-scène. Le corps de Douglas se trouvait dans une crevasse étroite, large d'un demi-mètre et profonde de près de 4 mètres. Il était coincé en position verticale. Un premier examen ne révéla aucune blessure typique d'une chute de hauteur, aucune fracture, aucune contusion, aucun traumatisme crânien. C'était comme s'il n'était pas tombé, mais avait été soigneusement placé à l'intérieur. Deuxième détail, ses vêtements étaient complètement secs, et cela après une forte averse quelques 2 jours plus tôt. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Au moment de la pluie, Vin se trouvait dans une sorte d'abri. Mais où? Et comment s'est-il retrouvé dans la crevasse, après, toujours sec? Le troisième détail, le plus étrange, concernait ses bottes. De lourdes bottes de randonnée robustes, aux lacets défaits, se trouvaient au bord de la crevasse. Elles n'avaient pas été jetées dans la panique, mais délibérément placées là. Pourquoi un garde forestier expérimenté aurait-il enlevé ses chaussures sur une corniche rocheuse dangereuse? Lorsque les sauveteurs ont récupéré le corps, ils ont trouvé la main droite de Douglas crispée en un poing serré. En ouvrant ses doigts, ils ont trouvé une chaussette froissée à l'intérieur, provenant de son propre pied. Mais ce n'était pas tout. Le sac à dos de Wayne a été retrouvé à 400 mètres, soit près de 370 mètres, en amont de la scène du drame. Il était simplement posé sur la mousse, comme s'il avait été soigneusement déposé là. À l'intérieur se trouvait tout son équipement, de la nourriture intacte, une gourde, une trousse de premiers secours et une radio silencieuse. Une personne en difficulté s'accroche instinctivement à son sac à dos, sa bouée de sauvetage.
Pourquoi Douglas l'a-t-il laissé si loin, dans la direction opposée à la descente? L'enquête officielle est dans une impasse totale. La cause du décès a été déterminée comme étant l'hypothermie, ou exposition excessive au froid. Mais comment expliquer cela? Des vêtements secs, aucun signe de chute, des chaussures soigneusement rangées et un sac à dos à des centaines de mètres du corps. Les enquêteurs ont envisagé plusieurs théories. Un accident impliquant ce qu'on appelle le déshabillage paradoxal. Il s'agit d'un phénomène bien connu qui, dans les derniers stades de l'hypothermie, provoque une fausse sensation de chaleur qui pousse la personne à se déshabiller. Cela pourrait expliquer les bottes et les chaussettes, mais pas les vêtements secs ni la position du sac à dos. Une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral soudain. Peut-être s'est-il senti mal, s'est-il assis, a-t-il enlevé ses bottes? Mais l'autopsie n'a révélé aucune anomalie cardiaque ou cérébrale. Et encore une fois, ce maudit sac à dos. Un crime? Quelqu'un aurait pu attaquer Vaina et mettre en scène cette scène absurde pour couvrir ses traces. Mais il n'y avait ni mobile, ni indice, ni signe de lutte. Douglas était un homme qui n'avait pas d'ennemis. L'affaire a été classée avec la vague mention « mort accidentelle dans des circonstances obscures ». Mais pour ceux qui connaissaient des Doug Wayne, cette histoire est si restée une plaie ouverte, une question éternelle sans réponse. Qu'est-ce qui a poussé l'un des Rangers les plus expérimentés d'Amérique à commettre cette série d'actes inexplicables avant sa mort? Que signifie la chaussette serrée dans son poing, son dernier indice? Et quelle force ou quel événement l'a poussé à abandonner son équipement et à trouver la mort dans une crevasse tranquille et cachée? Les montagnes restent silencieuses, et le mystère du dernier voyage du Ranger Wayne semble destiné à rester l'un des plus sombres mystères de la nature sauvage. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Écrivez vos impressions dans les commentaires. Aimez et partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez appréciée, et à bientôt.